que nous vous présentons dans les après-midi d'histoire s'intitule Oradour-sur-Glane, les voies intérieures. Dans ce petit village, le 10 juin 1944, tous les habitants ont été assassinés par les SS de la division Das Reich. Le réalisateur du documentaire rappelle brièvement les faits, mais son propos va au-delà du souvenir. Il tente de comprendre comment les très rares survivants ont pu continuer leur existence et transmettre à la France, puis à l'Europe et au monde, un exemple de dépassement de la violence subie. Pour mener son enquête, il s'est adressé au psychologue Boris Cyrulnik, qui a été un des principaux inventeurs de la notion de résilience. La résilience est ce mot qui traduit la capacité des individus à surmonter des traumatismes extrêmes. Il y a quelque chose de particulièrement émouvant à voir et à entendre les témoignages des rescapés du massacre. Nous les écoutons sous le regard de Cyrulnik, qui lui-même a survécu à une rafle allemande et a vécu comme enfant caché alors que ses parents sont morts en déportation. Mais le film traite aussi le point de vue allemand et alsacien après la Seconde Guerre mondiale. Il crée ainsi des ponts pour penser à un avenir commun. Il dénonce la croyance dans les idéologies racistes et xénophobes qui ont provoqué la guerre totale et rendu possible l'accomplissement de tels crimes. 10 juin 1944, 14 h. 3 camions et 2 autochenilles de la division Das Reich pénètrent dans le petit bourg tranquille d'Oradour-sur-Glane. Les habitants, pour la plupart, n'ont jamais vu d'Allemands, encore moins de SS en tenue de combat. Les SS ont minutieusement organisé le massacre. Tous les hommes sont rassemblés dans les granges, mitraillés et brûlés. Les femmes et les enfants, tous les enfants du village, sont massacrés dans l'église. Oradour-sur-Glane, 642 victimes, 6 survivants, quelques dizaines de rescapés. Immuable, la Glane ourle ses méandres autour d'Oradour, au temps des jours heureux comme au temps des jours les plus sombres. Il fait toujours bon y jeter sa ligne aujourd'hui comme hier, de goûter la fraîcheur de l'eau pour oublier celle des larmes. Ce que ses yeux ont vu est ineffaçable. Ils sont les derniers témoins d'une barbarie au-delà de l'imaginable. Ils se sont extraits de la mort, mitraillés, brûlés, laissés pour morts. Ce que ces mères ont enduré à travers le massacre de leurs enfants dans l'église d'Oradour est longtemps resté indicible. D'autres ont perdu toute leur famille ou presque. À 64 ans de distance, la douleur affleure toujours. Elle est pour certains irréparable. Pour l'entendre, pour la comprendre, pour l'analyser, nous avons demandé à Boris Cyrulnik, un des plus grands neuropsychiatres français, de venir à Oradour. Il découvre pour la première fois le village martyr en compagnie de Robert Hébras, l'un des survivants. Ah oui, ça c'est très impressionnant, ça. Alors voilà, c'est la rue principale. Ça c'est très très impressionnant. Lorsque les SS sont arrivés, j'étais ici avec un camarade, on parlait de ce qu'on allait faire le lendemain, le dimanche. C'était pas la guerre, quoi, pour vous, c'était à peine la guerre. Non, la guerre, elle était loin. La guerre était loin. La guerre était tellement loin que 15 jours avant, il y a eu une fête foraine sur la place. Ah là là. Avec des manèges. Ah ouais. Et vous avez vécu avec cette tragédie, ou c'est après coup que vous avez osé en parler, ou vous avez vécu
J'ai vécu longtemps avec cette tragédie. Sans en tout parler, seul. tout seul. Boris Cyrulnik engrange ces informations indispensables à son analyse. Elles lui permettront de décrypter les traumatismes et les facteurs de résilience, ce processus qui permet de surmonter les fracas de la vie. Et pour vous, personnellement, Découverte avec Robert Ebras de quelques endroits clés du drame. Enfin, ça m'angoisse. Il faut imaginer quand même 450 femmes et enfants dans ce lieu, avec tout ce que comporte une église, les bancs, les chaises. l'image, quand on parle d'Oradour, on pense à l'église. Oui. Qu'est-ce qui peut justifier un tel crime? Au nom de quoi? Je me trouvais par rapport à la porte environ à 1 mètre, 1,50 m à gauche, et puis on était là tous en groupe. Et on parlait de ce qu'on allait faire le lendemain, on ne s'inquiétait même pas des hommes en armes qui étaient devant nous. Vous voyez à quel point j'étais... En paix. Hein? En paix. En paix. Il y a une détonation dans le village, et c'est la fusillade. Qui a été le signal de la fusillade. Oui. Et je pense que la fusillade a été partout pour les hommes dans toutes les granges. Là, Madame Roufanche, alors la seule dame qui s'était extraite de l'église. Ah oui. Alors elle est là, elle est seule, parce qu'évidemment elle s'est retrouvée seule. Après elle avait perdu son mari, son fils, ses 2 filles et son petit-fils. Et c'est une dame qui a vécu très âgée d'ailleurs. Et elle en parlait, elle, de la tragédie? Oui. Elle en parlait? Mais c'est-à-dire qu'on en parlait. Entre nous. Par exemple, quand on se rencontrait, Voilà. nous, on se posait des questions. Voilà, entre nous. Entre nous. Les seuls qui peuvent comprendre. Oui, voilà, c'est tout. Oui, souvent elle me disait, oh, mon petit, on a bien du malheur. C'était souvent sa réflexion, mon petit, on a bien du malheur. Ouais. Et le malheur est partout ce 11 juin 1944, quand le jour se lève sur cette tragédie. Des maisons en cendres, les corps de 190 hommes calcinés dans les granges, des cadavres mutilés, abandonnés sur place ou jetés dans les puits. Mais c'est l'église qui se désigne au monde comme le symbole de la barbarie nazie. On y découvre restes et cendres de 450 personnes, femmes et enfants. Quand je suis arrivée à l'église, mon Dieu, tous ces pieds brûlés, tout. Je vois des chaussures comme ça montantes. Une femme assez forte, comme moi, ma mère était comme moi, même peut-être plus. Et je vois ses bottes. Si je n'avais pas vu ses bottes, je croyais que c'était ma mère, parce qu'elles étaient noires. Hein? Oui, Tu sais, mais les habits, le corps, Oui, tout était on ne pouvait calciné. pas distinguer les figures. C'est pas vrai. Tout était Il y en a calciné. quelques-uns peut-être, mais pas celle-ci. Alors, je recule, Hubert se trouve encore là. Il me dit, tu as trouvé quelqu'un? Et j'ai dit, regardez, je croyais que c'était ma mère, mais c'est cette Lorraine qui descendait tous les matins à l'église ou à l'épicerie, je ne sais rien. Ma mère ne portait pas de bottes, elle avait plutôt des pantoufles. Alors il dit, c'est pas ma mère. Alors, quoi faire? Rien, on ne pouvait rien faire. Mais alors, c'est inimaginable. C'est inimaginable de toute façon. Janine Brondy, l'épouse d'Aimé Reynaud, a 23 ans quand sa vie bascule dans cette horreur. Elle vient de perdre sa petite Annie, âgée de 4 ans, qu'elle avait confiée à sa mère, massacrée elle aussi dans l'église. Elle perd également ses 2 sœurs, André et Antoinette, des oncles, des tantes, des cousins. En tout, 23 personnes de sa famille. Aline Pernet est aussi une jeune maman, quand le massacre lui arrache sa petite Josiane, âgée de 4 ans. Sa mémoire est toujours à vif. Ici, j'avais 24 ans, je pense.
J'ai eu ma fille à 20 ans, donc elle avait 4 ans. Et c'était une belle petite, toute frisée. Le petit manteau qu'elle a sur elle, c'est moi qui l'avais fait. Je m'en souviens de ce manteau. Il était vert à petits carreaux. Oui. Des fois, je fais des cauchemars, mais jamais... Il y a une chose assez bizarre. Je n'ai jamais revu mes parents. Je n'ai jamais revu ma fille. Dans mes rêves, des cauchemars que je fais, que je me vois perdue, que je cherche, je sais pas où je suis. Tout le temps des rêves comme ça, des cauchemars. Mais je vois pas ma fille. Pourquoi? C'est ça, est-ce que... Vous êtes quand même parvenu à reconstruire une famille. Oui, Ça, c'est je me important. suis remariée grâce à mon mariage. J'ai eu 2 enfants de plus. Et puis des petits-enfants. Comme tout le monde, il faut... Quand je suis avec les enfants, je ne pense pas à Ouadour. Mais quand je reviens là-bas, je replonge. Je peux pas. Et puis surtout, ce qui est mauvais, c'est quand le soir, on s'en va pour dormir avec sa pensée. On pense à ceux qu'on aime et on pense à ceux qui sont partis. On ne peut pas oublier. C'est très dur. Alors, il y a 2 choses. Quand ces gens-là ont été blessés, enfin, gravement blessés dans leur enfance, ou dans leur petite enfance, ou dans leur jeunesse. Or, non seulement ils font leur vie avec cette blessure, et ils se coupent en deux. Il y a une partie de leur personnalité qui travaille, qui rit, qui fait une famille, qui mène une vie normale, et puis il y a une autre partie de la personnalité qui souffre en secret. C'est-à-dire qui souffre sans en parler, ou en n'en parlant pratiquement pas. Et donc c'est une personnalité clivée. Si on donne la parole à ces gens, en parlant autour de ces gens, on leur permet de recoudre ces 2 parties de la personnalité déchirée, et quand ils arrivent au grand âge, la blessure, ils en ont fait quelque chose. Et là, ces personnes-là sont probablement soumises au passé, c'est-à-dire que la blessure, rien la réveille, soit parce qu'elle revient sous forme d'image dans les cauchemars, soit parce que tout ce qu'ils perçoivent autour d'eux rappelle, évoque la blessure passée. Une blessure qui accompagne Marcel Dartout à chaque pas sur le chemin de ses 83 ans. Marcel Dartout, 19 ans au moment du drame, est un des 5 survivants de la Grange Lodi. Ici avec Yvon Reby et Clément Broussaudier. Chaque détail du récit de Marcel Dartout nous plonge dans une réalité palpable. Il y avait 2 mitrailleuses à Grange-Lodi. Ils se tiraient très bas à 40 cm, 30 cm, 40 cm. J'ai pris 2 balles dans les jambes, j'ai poussé un hurlement. Moi, quand j'ai pris ces balles, j'ai hurlé et je me suis collé par terre. Volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Toujours est-il qu'en tombant, j'ai pris 2 autres balles dans les cuisses, à ce moment-là. Et tous les copains tombent sur moi. Et c'est eux qui m'ont sauvé par la suite. Après, j'ai entendu des pas qui se rapprochaient de notre tas de cadavres. Le bruit caractéristique, vous voyez, clac, 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 comme la balle dans le fusil. Et boum, un grand coup. Il donnait le coup de grâce. Tout ce qui bougeait, il tirait dessus. Je fais le mort et j'ai entendu des bruits de pas qui venaient vers nous et on a commencé à entendre les fourches qui commençaient à travailler. On entendait la fourche qui grattait le sol et ils prenaient la paille, le foin, tout ce qu'il y avait qui traînait là autour et ils nous ont recouverts. Je me suis trouvé dans le noir. J'étais complètement en dessous. En me bougeant,
j'avais touché la main d'un copain. Une main, je l'ai touché, il m'a pris. C'est lui qui m'a pris. Alors on s'est tenu la main. Pendant tout le temps qu'ils nous ont fini de recouvrir, on s'est tenu comme ça et on n'a rien dit, tous les deux. Hein, on se tenait, on ne se bougeait pas. Et c'est quand le père Brisson a dit, ils sont partis, là, qui es-tu? Aliotti, et toi, Marcel Dartout. On jouait ensemble au football. C'était un bon copain, celui-là aussi. Et on était toute l'équipe de football qui était là-bas, à cet endroit-là, qui est mort là-bas. Et là, avec Aliotti, on a parlé de tout. Lui, il avait les jambes cassées, il me disait. Puis au bout d'un moment, ça je me rappelle, au bout d'un moment, il a commencé à pleurer. Il m'a parlé de sa femme, il m'a parlé de ses gosses. Tu la connais, ma femme? Oui, je la connaissais bien, sa femme. Et ses gamins aussi, je les connaissais bien. Hein. Vraiment, il était dans un état, le pauvre Aliotti, terrible. Il ne pouvait pas. Je pense que ça devait être... Lui, il devait être pris par le... Il devait avoir une artère, sûrement une ou plusieurs artères, de couper. Et je pense qu'il perdait son sang. Parce qu'il a commencé à être un peu dans le délire, etc. Et quand les Allemands sont revenus, il était toujours vivant, je crois. Oui, il était toujours vivant. J'ai dit à sa sœur qu'il était mort avant. Mais je crois bien qu'il n'était pas mort. Il a dû mourir, finir de mourir quand ils ont mis le feu, et qu'il ne pouvait pas bouger. Lui aussi. Pourtant, j'avais dit à sa sœur, j'ai dit non, il était mort avant. Je pense à elle parce que il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, j'ai eu de ces nouvelles. Sa sœur qui nous a dit ça. J'y suis encore. J'y suis encore. Là-dessous. Camille Senon est une des rescapées du tramway qui devait la déposer à Oradour en début de soirée. Le jour du drame, elle a 20 ans et il est aux alentours de 19h30 quand elle aperçoit le bourg par la vitre du tramway. Voilà, c'est à ce niveau-là, voilà, à ce niveau-là que... attendez. Oui, à ce niveau-là que le tramway s'est arrêté et donc on voyait l'église en flammes là, en face. Une demi-heure après, un soldat qui parlait français est venu dire les voyageurs pour Oradour descendent. Donc nous étions répartis dans plusieurs wagons et nous sommes descendus, nous nous sommes retrouvés là, tout un groupe d'une vingtaine. Hein. À travers champs et en passant la glane sur un tronc d'arbre, le groupe est emmené à plusieurs centaines de mètres de là, jusqu'à la ferme Massey, destinée à devenir lieu de supplice. Alors attendez, ça doit être là, certainement.
Camille Senon n'était jamais revenue à cet endroit depuis 64 ans. Et c'est bien normal, elle hésite. Je suis perdue. Je suis pas sûre. Finalement, la mémoire ne lui a pas fait défaut, car il s'agit bien de la ferme Massé, où les SS creusaient une fosse prête à recevoir une vingtaine de corps. De temps en temps, il y en avait un qui venait, qui nous comptait, qui repartait vers ceux qui creusaient. Un peu plus tard, est arrivé un officier accompagné d'un interprète. Bon, alors, moi j'avais ma carte d'identité avec mon adresse de Limoges. Je me suis avancée en disant « Nous ne sommes pas d'Oradour, nous sommes de Limoges, voyez mon adresse. Nous allons passer le dimanche à la campagne dans ce village. » Mais je ne sais même pas si l'interprète lui a traduit. Il a dit « Papyre, papyre ». Alors tout le monde a cherché ses papiers. Il n'a même pas regardé. Il a dit « Raust ». Et évidemment, nous sommes partis dans la direction opposée d'Oradour. Et nous sommes arrivés au village des Bordes. Et là, les gens se sont précipités vers nous, les habitants se sont précipités vers nous, croyant que nous venions d'Oradour. Ah, vous venez d'Oradour, qu'est-ce qui se passe? Nos petits qui ne sont pas rentrés de l'école, où sont nos petits? Camille Senon restera à jamais marquée par ces 2 heures d'attente entre la vie et la mort, et par le massacre lui-même. Elle y perd plus de 20 personnes de sa famille, à commencer par son père qu'elle quitte le dimanche précédent, alors qu'une étrange sensation la saisit. Au moment où j'allais partir de chez mes parents, tout d'un coup, sans que je puisse expliquer pourquoi, je me mets à pleurer à chaudes larmes. Mais je pleurais, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Alors, mon père, qui était très papa-poule, il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Mais j'ai dit, mais je n'ai rien, mais je ne sais pas pourquoi je pleure. Je n'ai aucune raison de pleurer. Il me dit, mais écoute, écoute mon petit, si tu veux pas y aller, reste là, reste avec nous, ça fait rien. Si tu vas pas travailler, reste avec nous. Ah, mais j'ai dit non, il n'est pas question. Non, y a aucun... J'ai pas de raison de pleurer, je ne sais pas pourquoi je pleure. Mais non, je rentre à Limoges, je m'en vais, je pars prendre le train et je vais travailler sans problème. Mais j'arrivais pas. Alors, bien sûr, après le massacre, j'ai repensé à cette crise de larmes qui n'était provoquée par rien. J'ai dit, mais est-ce que c'était que j'ai eu le pressentiment que je quittais définitivement mon père? Ça, je ne m'explique pas ce phénomène-là. La grange Lodi, au fond du champ de foire, où la ferme Massé près d'Oradour, garde décidément prisonnière la mémoire de ceux qui en sont miraculeusement sortis. Comme la mémoire des survivants et rescapés peuple chaque rue avec des brides de souvenirs, pour faire surgir de leurs voix intérieures les fantômes des disparus. La vie a dû reprendre malgré tout, au rythme des saisons. Dès le printemps 45, des baraquements accueillent ceux qui ont tout perdu. La vie reprend ses droits et les commerçants leur pas de porte. La cordonnerie de M. Machefer n'est pas sans clientèle, car les chaussures doivent faire de l'usage par ces temps difficiles. Quant à M. Senon, le boulanger, qui a perdu toute sa famille, il a repris courageusement les tournées de pain. Mais le malheur est au bout de la rue, car les baraquements sont adossés aux murs d'enceinte du village martyr. Une proximité qui ne peut qu'ajouter au traumatisme. C'était pas trop dur pour toi, c'était... Pour moi, ça a été terrible. Pour elle, ça a été terrible. Ça a été terrible. Parce que on allait chercher l'eau chez la Gourie, qui était encore dans les ruines.
La dernière maison qui avait un puits, on a mis un puits plus haut derrière chez toi. Oui. Et il fallait quand même... Oui, parce que... Et moi, j'y ai pleuré dans ces baraques. Hein, parce que j'allais chercher l'eau. Moi, je voyais tout le bourg, mais je voyais les gens qui étaient avant. Comme on voit dans encore. ma tête. Comme on voit encore. Pareil. Comme on voit encore, ils ne sont pas sortis de ma tête. Plus fort que moi, j'allais jusque chez moi en bas, souvent avec ma voiture. Les dimanches, lui, quand il était parti amener les joueurs à jouer. C'était, je pense, un besoin pour ces mamans qui avaient, qui avaient perdu les leurs ici. Il fallait que j'y amène. La mémoire, c'est la représentation du passé, c'est-à-dire qu'on peut la travailler. Mais il faut des morceaux de réel pour travailler la mémoire. Et je pense que le fait d'avoir gardé les ruines, c'est un morceau de réel. Mais il ne faut pas non plus se rendre prisonnier des ruines. C'est-à-dire qu'elles sont là pour témoigner. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur la difficulté du témoignage qui provoque un retour d'émotion très fort et parfois incontrôlable. Donc il faut des archives pour témoigner, mais il ne faut pas se rendre prisonnier des archives. Comment ne pas l'être quand les archives sont nationales et emportent le poids conféré par le général de Gaulle lors de sa visite en mars 1945. Le chef du gouvernement provisoire de la République rappelle la décision de faire d'Oradour-sur-Glane le symbole de la France qui a souffert, de conserver les ruines et de faire reconstruire un nouvel Oradour. Devenu monument national, Oradour-sur-Glane a confiance en la nation pour châtier les coupables dans les meilleurs délais. « Vous avez été notre sauveur », dit le maire d'Oradour au général de Gaulle, « soyez notre vengeur ». L'ancien tribunal militaire de Bordeaux a gardé une silhouette reconnaissable. Mais le bâtiment abrite désormais l'administration pénitentiaire. Le hall d'accueil est d'une grande élégance, et bien que transformé, on retrouve les volumes de la salle d'audience de janvier 1953. Une exiguïté qui laisse imaginer les tensions dans un tel espace. 1953. Une année noire pour les familles de martyrs qui attendent justice depuis 9 ans. Dans le box, 13 Alsaciens enrôlés de force dans la Reichsreich et un enrôlé volontaire. Seulement 7 Allemands, dont un adjudant. Comme il s'agit d'un crime de guerre, survivants et rescapés ne seront entendus qu'en qualité de simples témoins, sans pouvoir se constituer partie civile. Une violence qui s'ajoute à celle de ne plus pouvoir identifier leur bourreau. J'ai dans ma tête des soldats, des casques, des couleurs d'habits et tout. J'ai dans ma tête des figures jeunes. Je trouve des types de 30 ans, 40 ans, avec des bérets basques. Un, il avait un bandeau sur l'œil. C'était pas les mêmes. C'était pas les mêmes. Vous voyez là. Et le pire, c'est quand on m'a demandé « Est-ce que vous reconnaissez un de ces messieurs ?» Non, je n'ai pas reconnu aucun. Bien sûr que non. Ils étaient comme moi. Ils avaient vieilli, eux aussi, de 9 ans. Et moi, le gamin que j'étais, parce qu'à 20 ans, on est un gamin, hein, le gamin que j'étais, à 30, j'en étais devenu un homme. Il était différent. Monsieur a totalement raison, ce n'étaient pas les mêmes. Ils avaient vieilli, et puis ils n'étaient plus pris dans un système pervertissant. Ces hommes-là n'étaient probablement pas pervers, ils ont commis des actes incroyablement pervers parce qu'ils ont été pris dans un système pervertissant, une idéologie qui, elle, était perverse. Et ils se sont soumis. Ces hommes qui se prenaient pour des surhommes, en fait, étaient des soumis. C'est-à-dire, ils obéissaient trop, sans critique, et sans se décentrer d'eux-mêmes pour se représenter la souffrance qu'ils infligeaient à ces gens-là. Ils répondaient à une représentation qu'on leur avait mise dans la tête quand ils étaient enfants, à l'âge où on apprend très vite. On leur avait dit, les Français
c'est pas tout à fait des vrais hommes, les Italiens non plus, puis les Juifs n'en parlons pas, les Tziganes n'en parlons pas. Donc c'est bien de les tuer, c'est pas grave en tout cas de les tuer, et même parfois c'est bien. Ils s'appelaient d'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure, ils s'appelaient les nettoyeurs. Donc c'est bien de nettoyer. Donc tous les crimes contre l'humanité ont été commis au nom de l'humanité. C'est-à-dire que la représentation qu'on se fait de soi, c'est je vais épurer, c'est un mot qui a été employé il n'y a pas longtemps aussi, je vais épurer, donc je vais faire un bon travail humain. Le verdict tombe en février. L'Alsacien volontaire et l'adjudant allemand sont condamnés à mort. Un Allemand est acquitté. Les 13 Alsaciens condamnés à des peines de 5 à 12 ans de prison. Scandale en Alsace, pour qui les malgré-nous s'intègrent aux victimes du régime nazi. Les monuments aux morts se drapent de noir. Face à cette réprobation, les députés votent quelques jours plus tard l'amnistie des Alsaciens. C'est un nouveau traumatisme pour Oradour, sacrifié à la raison d'État. Pour ce qui est de la France après-guerre, il y avait un risque de guerre civile et la réconciliation était la priorité. Et c'est au nom de la réconciliation qu'on a fait taire les victimes et qu'on les a privés de parole. On a fait taire les victimes d'Oradour, on a fait taire les Juifs qui n'ont pas pu témoigner, comme actuellement on fait taire les Rwandais, on ne parle toujours pas de la guerre civile en Espagne, on fait taire les Chiliens victimes de Pinochet au nom de la réconciliation. Et pour ma part, il me semble que la réconciliation est bien sûr nécessaire, d'autant que les enfants de ces criminels, eux, n'ont commis aucun crime. Donc la réconciliation est bien sûr nécessaire, mais elle n'est possible qu'après la justice, et là, il n'y a pas eu de justice. Et le résultat est pire. En Limousin, on manifeste immédiatement contre l'amnistie des condamnés, vécue comme une véritable trahison de l'État à la mémoire des disparus. Oradour indigné rend sa croix de guerre et sa légion d'honneur. Oradour construit son propre martyrium pour les cendres des victimes et rejette le mémorial de l'État, l'État dont tout représentant officiel est proscrit des commémorations. Oradour se replie dans la douleur. Une nuit d'isolement qui va, avec l'Alsace, s'étendre sur près d'un demi-siècle. Lembar, en Alsace, septembre 2007. Une commune alsacienne dont beaucoup d'habitants se sont réfugiés à Drou en Limousin pendant la guerre, tout comme Oradour avait accueilli une quarantaine de Mosellans et une dizaine d'Alsaciens tués dans le massacre. 55 ans après le procès de Bordeaux, Oradour et l'Alsace se sont rapprochés et l'effort de dialogue se poursuit inlassablement. Il est vrai que lorsque j'arrive dans une salle où il y a bien sûr des Alsaciens, mais beaucoup de malgré nous, c'est toujours un moment fort, un moment plein d'émotions, parce que je ne peux pas, en venant leur parler du drame, du massacre d'Oradour, et leur parler longuement de la journée du 10 juin 1944, je ne peux pas ne pas me souvenir que l'Alsace a beaucoup souffert également, car ils éprouvent une certaine culpabilité que l'on ressent. Je crois que leur souci premier, c'est de dire que si on les appelle les malgré nous, c'est qu'ils rappellent avec force et ils veulent faire comprendre aux populations actuelles et aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils n'avaient pas eu d'autre choix. Ceux qui ont été enrôlés de force dans l'armée allemande, qui ont dû servir une cause qui n'était pas la leur, ont souffert incontestablement. Je crois que si on ne se parle pas, on ne peut pas se comprendre. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie, lorsque je me rends en Alsace, d'expliquer qu'on ne peut pas oublier les atrocités qui ont été vécues en Limousin et tout spécialement à Oradour le 10 juin 1944. Le passé, Raymond Frugier l'évoque sans détour, avec le récit du massacre auquel ont participé de jeunes Alsaciens de 17 ans. Cela met en relief la souffrance vécue, la compréhension de l'histoire de chacun, et n'en souligne que mieux l'événement intervenu en 1998. Le plus grand moment de cette réconciliation de l'Alsace avec Oradour, ça a été
la venue du maire de Strasbourg participant aux cérémonies commémoratives. Au plan du symbole, c'était tellement plus fort qu'une visite ordinaire. Alors moi, je l'ai fait d'autant plus volontiers que je suis moi-même fils de Malgré-nous. Mon père a été incorporé de force dans l'armée allemande et j'ai le souvenir, dans toute mon enfance, je suis né en 1945, dans toute mon enfance, de cette énorme chape de plomb qui pesait sur cette période. Mon père nous parlait à la table familiale très peu de cette période de sa vie. Et je n'ai appris que par bribes comment les choses se sont réellement passées. Je ne suis pas sûr de connaître le détail de l'itinéraire personnel de mon père. Ça a été une motivation forte pour moi aussi que de prendre cette initiative en direction d'Oradour. Et je me souviens de ce que j'ai écrit dans le livre d'or à Oradour. Il faut dépasser, mais ne pas oublier. Ne pas oublier qu'à Oradour, des Alsaciens ont aussi été mitraillés dans des granges. Des Alsaciennes ont aussi été massacrées dans l'église. Ici, Émile et Odile Neumeyer. Signe du rapprochement, une plaque apposée en 2007 rappelle que leurs cendres sont mêlées à celles des autres victimes. Des Alsaciens qui ont croisé ce 10 juin des Malgré-nous pour lesquels déserter signifiait la déportation de toute la famille. Alors aujourd'hui, des Alsaciens se posent encore la question avec une appréhension rétrospective. Ma personnalité à l'époque n'était pas aussi solide et forgée que maintenant. Alors je me pose la question, je ne vois même pas de réponse, je me pose la question à moi-même, avec tout le vécu que j'ai eu, quelle aurait été ma position s'il y a 17 ans, on m'avait versé dans la division d'Österreich. La question reste en suspens dans la conscience de chacun. Mais ce soir-là, une autre question a été posée qui atteste qu'en Alsace, on a bien pris la dimension de l'abomination d'Oradour. Moi, j'aurais une question toute simple à vous poser, enfin, si tant est qu'elle soit simple. Vous avez parlé de Oradour, crime de guerre. On a plutôt l'impression qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Je pense que c'est davantage un crime contre l'humanité, puisqu'il était imaginé, pas forcément Oradour, mais on avait imaginé de perpétrer un tel crime. Crime de guerre et non crime contre l'humanité, pour comprendre ce qui est plus qu'une nuance et ses lourdes conséquences, il suffit de suivre Philippe Gaffet, avocat à Limoges. Il plaide ce jour-là à Dax contre un négationniste de la Shoah. L'affaire sera ajournée pour raison de procédure, l'arme favorite des négationnistes pour mieux se défiler. Philippe Gaffet s'est spécialisé depuis de longues années dans les affaires de protection de la mémoire. Vous avez défendu les survivants d'Oradour? Oui, absolument, dans le cadre d'une action négationniste qui venait de personnes qui niaient ce qui s'était passé à Oradour et qui niaient un petit peu la motivation de ce massacre. Est-ce que ces personnes ont été condamnées pour autant? Non, elles n'ont pas été condamnées parce que la mémoire d'Oradour n'est pas protégée. En fait, ce qui s'est passé à Oradour a été classé comme crime de guerre et la négation du crime de guerre n'est pas poursuivable sur le plan pénal. Effectivement, les négationnistes sont relaxés sur la contestation du crime de guerre. Un traumatisme de plus pour les survivants taxés dans ces conditions de mensonge. Une violence insupportable. C'est pas un crime de guerre. Mais c'est un crime contre l'humanité. Ça, c'est certain. Mais à l'époque, quand ça a été fait, on ne savait pas la différence. On ne savait pas pourquoi. Et maintenant, ils en profitent. Ils en profitent, ces salauds-là. Le négationnisme, c'est que j'ai l'intention de démontrer que vous, blessé, mutilé, vous êtes un menteur, vous racontez des histoires, donc je vous agresse une deuxième fois et je tue votre mémoire, je vous assassine une deuxième fois. Après avoir été assassiné une première fois dans le réel, je vous assassine une deuxième fois dans l'imaginaire, dans la représentation du réel. Alors ça, c'est insupportable. C'est-à-dire que le négationnisme fait partie du crime contre l'humanité. Tous les criminels cherchent à effacer les traces de leurs crimes. Tous. Au regard du droit actuel, Philippe Gaffet est convaincu qu'Oradour serait qualifié de crime contre l'humanité. Massacrer toutes les générations d'un même village
ne faire descendre du tramway que les passagers à destination d'Oradour, cela porte un nom, génocide. Un génocide, c'est le fait, en exécution d'un plan concerté, tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe. En fait, c'est le nœud même de la définition du génocide, c'est que l'on veut détruire partiellement ou totalement un groupe. Là, dans le cadre d'Oradour, il est clair qu'on veut détruire totalement un groupe, une micro-société qui est un village là sur place. Serait-il utile de requalifier ce massacre en crime contre l'humanité ? Ça serait utile en ce sens que ça permettrait de protéger la mémoire d'Oradour. Parce qu'il y aurait la protection du génocide est beaucoup plus forte que celle contre le crime de guerre. Les ruines peu à peu subissent les ravages du temps. Et le temps peu à peu emporte les témoins directs du 10 juin 1944. 64 ans à témoigner de cette horreur. Et après ? Quand nous ne serons plus là, tous ces écrits qui se font, tous ceux qui croient savoir et qui écrivent, qui parlent, etc. Quand on ne sera plus là, qu'est-ce que ça sera? Ça me fait un peu peur, j'avoue. Le centre de la mémoire sera sans doute ce gardien ultime. Et plus que toute requalification d'un crime, difficile face à l'histoire, il peut être un puissant rempart au négationnisme. Trait d'union depuis 10 ans entre le nouveau bourg et le village martyr, il accueille chaque année 150 000 visiteurs, dont 50 000 scolaires. Sa scénographie remet en perspective le drame. Explication du directeur Richard Jezierski. Le métal, le rouge et le noir, avec cette ligne pointue qui va nous conduire vers le drame d'Oradour. Et sur le côté droit, un bourg tranquille, traité sur des bâches souples, sur des couleurs claires. Conçu sur un plan légèrement incliné, presque imperceptible, le centre traduit symboliquement cette lente descente vers l'horreur à laquelle conduisent les idéologies perverses dans ce qu'elles ont de plus monstrueux, le massacre et le génocide. La Dice Reich en a laissé une longue traînée de sang. Nous allons monter maintenant vers le mémorial et le tombeau des martyrs. En passant, je vous expliquerai aussi où se situe la Visite grande du village martyr par une classe d'un collège de Niort. Jacques Doutre, le guide sur le terrain, est fils de rescapé. Alors vous voyez cet espace, dans cet espace-là, c'était la Grange Lodi, le plus grand lieu de supplice pour les hommes, bien entendu, puisque vous le savez, les femmes et les enfants, malheureusement, ont été enfermés. La visite du centre est inséparable de la visite des ruines après. C'est pour ça que nous avons cette dernière salle dans le centre qui est une salle de réflexion après le choc de tout ce qu'on a vu et avant le nouveau choc de la visite des ruines. Donc c'est au fond, en effet, une préservation de la mémoire sans doute, mais une réflexion sur la mémoire, une réflexion sur l'histoire et on peut le dire, une sorte de militantisme pour la paix. Angelika Schenk, une jeune Allemande, et René Laxdorfer, un jeune Autrichien, illustrent bien ce militantisme pour la paix évoqué par Jean-Claude Perronnet. Angelika Schenk, 20 ans, effectue au Centre de la Mémoire un service volontaire pour 1 an. Also habe ich mich informiert, welche Organisationen es gibt und bin dabei auf Aktionen. Je me suis informée sur les organisations existantes Das ist eine deutsche Organisation, et j'ai trouvé Action Zunzeichen, gegründet wurde. une organisation allemande créée en 1958 qui œuvre pour l'entente des peuples et qui mène des actions dans les pays qui ont souffert sous le régime nazi. René Laxdorfer effectue son service civil pour 1 an également au Centre de la Mémoire. Sa motivation dénote une maturité impressionnante pour un jeune de 24 ans. Je suis le 4e Autrichien qui travaille ici à Oradour.
Et donc j'ai déjà beaucoup appris sur les expériences de mes prédécesseurs, sur leur propre expérience à Oradour. Je me suis aussi beaucoup renseigné sur Oradour avant de venir. Et l'une des raisons principales pour laquelle j'ai décidé de faire ce service à Oradour, c'est pour marquer la co-responsabilité des Autrichiens à ces faits, parce qu'il est rarement connu que les Autrichiens étaient représentés de manière surproportionnelle dans les SS et dans les crimes qu'ils ont commis. C'est un fait historique que je voudrais contribuer à mieux faire connaître pour que l'on puisse mieux saisir cette responsabilité au niveau autrichien. L'Autriche a commencé bien plus tard que l'Allemagne son travail de mémoire. Pour la première fois en mars dernier, guidée par Robert Ebras, une délégation autrichienne visitait le village martyr. Le président du service autrichien de la mémoire avait déjà visité de nombreux lieux de mémoire. Mais là, son émotion en disait long, tout comme celle de la conseillère de l'ambassade d'Autriche. Ici, c'est beaucoup plus intense que sur les autres lieux de mémoire, parce que les gens vivaient ici. Et je vois toujours les enfants en train de jouer. Quand moi j'étais à l'université, au lycée, à l'école, on n'a rien appris sur Oradour. Moi j'ai appris la première fois sur Oradour quand j'étais en France. Seulement en France j'ai appris ce qui s'est passé à Oradour. Le travail de mémoire allemand a déjà quelques décennies derrière lui. Mais en 2004, Gerhard Schröder, alors chancelier d'Allemagne, crée l'événement au 60e anniversaire du débarquement. Je voudrais également évoquer la mémoire des habitants d'Oradour, qui voici 60 ans ont été les victimes des troupes SS déchaînées et de leur brutalité. Ça, Schröder, qu'est-ce qu'il a fait? C'est super. Moi, j'étais très touché de ça. Ça m'a fait grand plaisir. Ça ne remettra pas les 642 morts, ça ne remettra pas les balles que j'ai eues, ça ne remettra pas tout ce qu'on voudra, mais ça n'empêche que... Moi, je trouve ça bien qu'il a fait. Also mich hat das gefreut natürlich, dass ich mit der Rede diese Menschen, die in besonderer Weise ja gelitten haben. Je suis heureux, naturellement, d'avoir touché ces gens qui ont souffert. Insofern gehört das zu den schönen Momenten, wenn man eine solche Rede halten muss, die ja Cela fait partie des beaux moments d'un discours, de savoir que l'on a été compris par les victimes et de savoir que le message a été clair pour eux. Car il s'agissait bien de dire aux victimes qu'il est de ma responsabilité de faire savoir que cela ne doit jamais se reproduire. Dass so etwas nie wieder geschieht. Für mich das Verbrechen von Oradour auch les crimes d'Oradour me touchent personnellement. Ich habe kleine Kinder. J'ai des enfants en bas âge et ceux qui analysent un peu l'histoire de ce crime savent que nombreux sont les enfants qui ont été tués. Des enfants qui n'avaient même pas 1 an, tués par les SS. Et lorsque l'on sait cela, et lorsque l'on voit ses propres enfants jouer, on se demande comment les êtres humains sont-ils capables de telles atrocités. Mais c'est la vérité difficile. Difficile pour les survivants surtout, et il faut tout faire pour maintenir le souvenir de ces crimes et en tirer les conséquences et de lutter contre les tendances d'extrême droite. Pour ma génération et pour les générations futures, il en résulte la responsabilité. La responsabilité, c'est le bon mot. Une responsabilité pour l'histoire et devant l'histoire. Mais il ne faut pas attribuer des fautes ou imputer des fautes. Il faut comprendre et se souvenir pour comprendre. Passer le message aux jeunes générations. Il ne faut pas parler de fautes à l'égard de la jeune génération, mais des fautes des auteurs des crimes, des souffrances des victimes. C'est dans ce sens que nous avons mené ces débats sur l'histoire. Assumer la responsabilité pour l'histoire, pour, à partir de là, développer des perspectives pour l'avenir. Et c'est ce que nous avons fait dans toutes les questions concernant l'histoire. Denise Bardet, une des institutrices d'Oradour,
morte avec ses élèves dans l'église, avait écrit dans un de ses cahiers de jeunesse retrouvés après sa mort: « Il ne faut pas confondre la barbarie nazie et l'Allemagne. Il faut lire Börne, Büchner, Heine en France, pour distinguer entre l'Allemagne immortelle et ses maîtres d'un jour. Et surtout, il faut témoigner des noms d'aujourd'hui, qui sont l'espoir et l'hymne de l'avenir. Thomas Mann, Bert Brecht, Heinrich Mann, Anna Segers. Tout ce qui est vraiment français en France devrait connaître, aimer et défendre cette Allemagne de l'exil. » Par-delà le temps et la mort, le message de Denise Bardet résonne aujourd'hui dans cette école d'Oradour, où l'on enregistre le taux le plus élevé du département pour l'apprentissage de l'allemand en première langue. Guten Tag, wie geht's? Gut. Der Finger? Der Finger tut mir weh. Ich gehe Oradour, longtemps surnommé le village sans enfants, affiche aujourd'hui sa revanche sur l'histoire et démontre que la vie, l'espoir, la paix appartiennent à l'intelligence des peuples lorsqu'ils apprennent à se parler pour mieux se comprendre. Oradour se dresse fièrement dans le XXIe siècle. Ni haine, ni oubli, comme le rappellent ses habitants, et une immense envie de vivre qui porte en elle l'hommage aux disparus. Une résilience qui peu à peu entre aussi dans l'histoire.